Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 12 mai 2024. L'annonce de la deuxième phase de répression des infractions liées au non-respect du code de la route provoque déjà des grincements de dents dans le rang des conducteurs de minibus appelés communément Tokpa Tokpa. Un mouvement de grève donc a été observé cette semaine. La police républicaine leur fait obligation d'avoir des ceintures de sécurité pour leurs passagers, chose impossible selon eux. Mais comment concilier les deux positions pour le bon déroulement de cette opération? Désiré Gohou nous le dira. Il est le président de la COSICOTRAB, centrale des organisations syndicales des conducteurs et transporteurs du Bénin. Et puis, nous vous proposons un magazine sur ce calvaire que vivent les populations de Sasséné. C'est un village de la commune de Djougou. L'eau potable, qui est un liquide vital, n'y existe pas. Pour avoir de quoi se désaltérer, faire la cuisine ou encore la lessive, il faut parcourir près de 5 km pour trouver une eau qui est tout sauf potable. Toutes les conditions sont donc réunies pour favoriser l'émergence des maladies hydriques aux enfants de ce milieu. Et c'est cette même eau qui sert à préparer les repas pour la cantine scolaire. Alors, comment cette situation est-elle vécue dans ce village? Que font les autorités locales pour soulager les peines des populations? Nous en parlerons avec Moussa Sabi de Adjao. Donc Salifou, il est natif de Djougou. Au dernier rendez-vous de cette émission, nous serons avec notre artiste de la semaine, Queen Fumi, est chanteuse bénino-canadienne qui évolue dans l'afropop et le R&B. Million, c'est son dernier morceau sorti vendredi dernier. C'est un feat avec le chanteur congolais Mputu Meya, l'auteur donc du hit Loketo. Rendez-vous à ne pas rater. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer tous les dimanches pour vous informer dès qu'il sonne 13h au Bénin. Si vous êtes prêts, et bien voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, la marche contre la cherté de la vie a eu enfin lieu. Les centrales et confédérations syndicales ont réussi leur initiative ce samedi 11 mai 2024. La manifestation a pris départ à la Bourse du Travail pour échouer à la place de l'Étoile Rouge où une déclaration a été lue. On en parle dans un instant. On parlera également de cette sortie des maires et élus communaux des départements de la Takora et de la Donga. Ils apportent leur soutien aux actions des chefs de l'État et de son gouvernement. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration dont la substance est à suivre. À suivre également les moments forts des journées culturelles organisées par le complexe scolaire, clé de la réussite. La phase finale de cet instant de détente s'est déroulée samedi dernier et a permis de révéler de talents artistiques dans le rang des élèves. Le journal pour aborder le grand format. Ils étaient des milliers hier dans la rue de Cotonou pour dire leur ras-le-bol face à la cherté de la vie au Bénin. Sous la direction des centrales et confédérations syndicales, les travailleurs ont pu enfin marcher sans être pourchassés par la police, comme ce fut le cas le 27 avril et le 1er mai dernier. La manifestation a pris départ à la Bourse du Travail pour échouer à la place de l'Étoile Rouge. C'est en ce lieu que la déclaration a été prononcée pour fustiger donc la gouvernance actuelle du point de vue du pouvoir d'achat des populations. Le reportage est signé William Cliquant et Elvis Tonocoin. Cette fois est la bonne. Les travailleurs béninois arrivent ce samedi matin à descendre dans les rues de Cotonou après les tentatives étouffées. Non à la gouvernance qui affame. C'est le principal message que porte cette protestation dès son point de départ à la Bourse du Travail. Les responsables confédéraux en tête de cortège, les membres de la CSA Bénin, de la COSI Bénin, de la CGTB, de l'UNSTB et de la CESUB ont arpenté les bitumes de Cotonou le long du grand carrefour de l'avenue Sténèse et à Saint-Michel. D'un premier point de vue, c'est un retour des libertés au pays. Je crois qu'on va enfin reconnaître que c'était un accès de fièvre. L'accès de fièvre est tombé. Je crois que le préfet a compris que le bon sens, c'est de laisser les gens s'exprimer, de marcher, de dire ce qu'ils pensent. Donc voilà un peu ce que je peux dire. J'espère qu'au finish, le pouvoir va décrypter les signaux qu'on lui envoie. Enfin, la liberté est revenue. Je pense que oui, on est sur la bonne voie. C'est pas terminé, mais c'est un gros pas. C'est un grand pas que nous
venons de franchir ce matin. Et je pense que ça donne l'espoir que si on est mobilisé, quand on est déterminé, quand on a la raison pour soi, quand on défend la liberté publique, il faut aller loin. Nous sommes allés loin, nous avons été mobilisés, déterminés. Et voilà le résultat. C'est le retour triomphal de la liberté. Parce que la liberté ne peut pas être confisquée. Et pour nous, on est dans le début. Le long du parcours, les travailleurs ont exprimé leur mécontentement. Les divers cris de cœur tournent autour de l'amenuisement du pouvoir d'achat. Il y a la cherté de la vie. Les femmes du marché, les marchés nouveaux qu'on construit aujourd'hui ne sont pas informés de notre sort. Ce qui va se passer, le Dantopa est là, on a dit qu'on va déloger Dantopa, on va déloger Dantopa, on n'en dispose pas, mais comment? On a faim, n'hésite-t-il pas à scander en chœur. La procession de revendication échoue à la place de l'étoile rouge. Nous avons faim. Ils n'ont pas faim. Ils se taillent la barre de géant. Et nous serrons ceinture et nous ne pouvons rien. Non, maintenant nous avons bu, n'est-ce pas? Et on n'a pas encore fini de pouvoir. Est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui d'être béninois? Êtes-vous fiers de célébrer une gouvernance capable d'emprisonner le lanceur d'alerte? Mais de faire libérer par contre une autorité administrative coupable de fraude foncière et de vol de parcelles? La fêtière régionale des syndicats, la CSI Afrique, a soutenu la manifestation de ce 11 mai à travers une adresse au président de la République du Bénin, lue à l'occasion. Déjà, la négociation rompue est en voie d'être reprise. Une rencontre entre gouvernement et partenaires sociaux s'annonce pour le jeudi 23 mai prochain. Et puis, d'un autre côté, on salue la prouesse des forces de défense et de sécurité à Malanville. Cette semaine, des tonnes d'engrais ont été arraisonnées. La douane de la localité a appréhendé des barques qui convoyaient des sacs d'engrais vers le pays voisin. Une opération qui intervient dans un contexte où une décision interdit la sortie des produits vivriers du territoire national vers le Niger. Voici les détails de cette opération. La semaine passée, il y a eu une saisie ici sur des pirogues qui avait embarqué de l'engrais NPK pour traverser le fleuve et aller de l'autre côté des pays voisins. Donc, dans la matinée, il y avait eu une réunion mixte entre toutes les forces pour voir comment faire pour mailler le terrain face à la décision que l'autorité a prise pour l'interdiction temporaire de la sortie des produits agricoles du territoire béninois. Donc, à la suite de cela, nous avons voulu tester en nous-mêmes notre dispositif pour voir, lorsqu'il y aura une situation réelle, qu'est-ce que nous allons faire. C'est dans cet exercice que nous sommes venus tomber sur des engrais qui étaient en train d'être embarqués. Il y avait 4 bacs qui avaient chargé, il y avait encore une dizaine de colis à terre. Et lorsque les gens nous ont aperçus, ils ont commencé par ramer tout feu vers la rive opposée. C'est ainsi que les collègues se sont jetés à l'eau pour aller les rattraper. Mais dans ça, il y avait toujours des individus qui persistaient. Ils ont ramé, ils ont poussé leur pirogue pour suivre le courant du fleuve. C'est ainsi qu'une barque a heurté un îlot qui est dans le fleuve là-bas et qui a fait chavirer. Mais on a réussi à récupérer 7 sacs des 10 qui étaient dedans. La seconde barque, elle a réussi à passer et l'individu a contourné par la berge et allé sauter dans l'eau. Elle a conduisait la pirogue vers la rive opposée où les gens l'attendaient déjà avec les motos pour embarquer. Lorsque les collègues de la police étaient obligés de faire des feux de sommation, qui l'ont dissuadé, il a fui et on a pu également récupérer ces colis qui au total ont donné 42. Donc si il n'y avait pas ces 3-là que vous avez vu tout à l'heure remplis d'eau, ça ferait 45. Donc on n'a pas pu ramener ces colis parce que, étant imbibés d'eau, ils vont contaminer les autres sacs qui ne seront plus exploitables. Désormais, la douane n'est plus seule. Toutes les forces de défense et de sécurité de la région de Malanville sont mobilisées, ont déjà établi un plan qui est éprouvé et qui a donné ses résultats et que désormais on ne tolérera plus ce genre de choses au niveau de la région de Malanville. Ce que nous demandons, c'est l'appui surtout des autorités au niveau local qui ne devraient pas
nous cacher certaines informations qui devaient plutôt être notre complément afin de mieux nous renseigner pour nous aider dans l'accomplissement de notre boulot. Voilà donc pour cette opération menée par la douane, la police républicaine et également la marine de l'autre côté de Malanville. Je l'avais annoncé dans les titres, les maires et élus communaux des départements de l'Atakora et de la Donga apportent leur soutien aux actions du chef de l'État et de son gouvernement. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration qu'ils ont rendue publique ce samedi à Natitengu. La dite déclaration a été lue par le maire de Péonko, président de l'association des communes de l'Atakora et de la Donga. On va le suivre ici au micro de Alassane Harouna. Déclaration de soutien des maires et élus communaux de l'Atakora et de la Donga aux actions du président de la République, son Excellence Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement. Les maires et élus communaux des départements de l'Atakora et de la Donga réunis ce jour, samedi 11 mai 2024, à Natitengu, après avoir apprécié les réalisations du gouvernement du président de la République, son Excellence Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, et leurs impacts sur la vie des populations de l'Atakora et de la Donga, considérant l'engagement du président Patrice Talon depuis son élection en 2016 à la magistrature suprême de notre pays pour faire du Bénin un pays moderne, un pays résilient où il fait bon vivre. Considérant que la lutte contre l'impunité, la corruption, la malversation et le détournement des deniers publics est devenue aujourd'hui une réalité dans notre pays, considérant les actions courageuses telles que la désignation des 12 chefs-lieux des départements territoriaux longtemps évités par ses prédécesseurs et la mise en service effective des préfectures. Considérant la mise au travail de tout le peuple béninois à travers l'arrêt des grèves perlées longtemps observées dans les secteurs sensibles de l'éducation, de la justice, de la santé, avec parfois des pertes en vies humaines. Considérant la gestion efficace du volet sécuritaire ayant classé le Bénin en tête en matière de libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région, la prévention de l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme. Considérant la réforme dans le secteur éducatif, notamment la généralisation des cantines scolaires, le recrutement massif des AME ainsi que de l'amélioration de leurs conditions de travail, considérant la dotation d'importantes ressources financières dans le cadre du projet de cohésion sociale dans les régions nord du golfe de Guinée, notamment dans nos 2 départements. Considérant les actions menées dans le secteur agricole pour faire du Bénin le premier pays producteur de coton dans la sous-région et l'accroissement considérable de la production dans les autres filières telles que l'anacarde, le maïs, le soja et le riz. Considérant la mise en chantier de tout le pays en général dans le secteur routier à travers la construction des routes de bonne qualité et particulièrement dans nos 2 départements, notamment les axes Natitengu-Bokumbe, Savalo-Basila-Djougou et les bretelles Basila-Frontière Togo et Basila-Manigri. Et très bientôt, Djougou, Kopago, Natitengu, Tukuntuna, Tanguita, Porga, Djougou, Péonko, Kero, Banikwara et Natitengu, Kwandé, tous en cours de construction. Considérant les nombreuses actions dans le domaine de l'hygiène, de l'assainissement et du cadre de vie, tels que le pavage des rues, l'asphaltage et la voirie
dans les villes de Tangueta, Nati-Tengou et Djougou. Considérant la construction des stades omnisports modernes dans les communes de Djougou, Kouandé et Tangueta, considérant les grands projets réalisés et en cours de réalisation dans le domaine de la promotion de l'emploi, de l'économie locale, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, telles que la construction du marché central de Nati-Tengou de type moderne, la construction de la galerie marchande de Djougou, la construction de 2 grands barrages multifonctions à Kérou et à Péonko, les projets de construction et de modernisation des marchés de Kassoua, Ala et de Péonko, la mise en œuvre du projet Azoli et d'insertion et d'inclusion des jeunes. Considérant la promotion de la gouvernance locale à travers la courageuse réforme structurelle du secteur de la décentralisation, marquée par le renforcement des mairies en ressources humaines de qualité et en moyens roulants à tous les maires et les secrétaires exécutifs des mairies. Considérant toutes les réalisations socio-économiques par son Excellence le Président Patrice Talon et son gouvernement et qui permettent à notre cher pays, le Bénin, de se révéler à lui-même et au reste du monde, sa capacité à se prendre en charge et à assurer son développement. Nous, maires et élus communaux de l'Atakora et de la Donga, exprimons notre satisfaction et notre soutien sans faille et sans condition à son Excellence le Président Patrice Talon, Président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement. Vive le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, vive le Bénin révélé, vive l'association des communes de l'Atakora et de la Donga, longue vie et pleine santé au Président Patrice Talon. Je vous remercie. Il y a quelques jours, nous avons appris sur les réseaux sociaux une situation de harcèlement sexuel à la GDIZ. Eh bien, l'Institut national de la femme se joint aux autorités compétentes pour que les responsabilités pénales soient établies et les auteurs soumis à la rigueur de la loi. L'institution l'a fait savoir lors d'une déclaration de presse faite vendredi dernier. Sa présidente salue cette démarche et encourage les victimes de ces actes à sortir du silence. On va l'écouter. Je tiens à saluer le courage des victimes qui ont su dénoncer le harcèlement sexuel, les chantages et les exactions à caractère sexuel qu'elles subissaient. Cette libération de la parole ouvre la voie à la possibilité de sanctionner avec la dernière rigueur les auteurs d'actes aussi ignobles. Le chef de l'État et son gouvernement ont doté l'Institut national de la femme des moyens et des pouvoirs lui permettant d'accompagner les victimes et d'agir seul au besoin devant les juridictions compétentes pour que chaque harceleur ou violeur reçoive la condamnation qu'il mérite. Nous réaffirmons que le harcèlement sexuel, notamment sous toutes ses formes, dans toutes les sphères et en milieu de travail, est inacceptable. Notre détermination est sans faille et nous ferons appliquer la loi, quel que soit le titre, la position, le rang social, le carnet d'adresse, la couleur de peau des auteurs pour que la parole libérée la demeure. J'adresse un message de soutien à toutes les femmes travaillant dans le secteur public ou privé, dans une administration, à un domicile, et mes pensées vont à la multitude de femmes et de filles domestiques, vidomégon, qui souffrent en silence. Vous n'êtes plus obligés de vous taire. Vous n'êtes plus obligés de subir. Nous sommes à vos côtés pour vous secourir, vous défendre, pour que justice vous soit faite et que votre dignité vous soit rendue. Notre mission à l'INF, c'est de vous garantir l'accès au marché du travail et le maintien dans votre travail avec des perspectives d'évolution, de promotion, gagnées au prix de vos compétences. Tout cela dans un environnement sûr et respectueux de votre intégrité corporelle et de votre bonne santé morale.
Nous n'allons pas continuer de voir s'effondrer des rêves légitimes de femmes et de jeunes filles, se fermer les horizons de carrière promises à un futur brillant à cause du bon vouloir de certaines personnes du sexe masculin qui veulent assouvir des instincts grégaires et estiment qu'ils tiennent dans leurs mains la dignité, l'avenir, le destin de femmes et de jeunes filles. Les circonstances liées à la situation de vulnérabilité, de subordination, de demande d'un emploi ou d'un service public combiné avec l'âge, le statut social et ou économique, l'état physique ou mental ou toute autre situation connexe sont autant d'éléments qui sont pris en compte dans la peine applicable fixée par la loi qui se situe entre 1 an et 2 ans, 500 000 francs à 1 million d'amende, et l'auteur ne pourra plus, durant ce temps prescrit par la loi, exercer les fonctions dans lesquelles il a commis son forfait. En plus de cela, la peine prévue par la loi sera appliquée de façon ferme et maximale si le harcèlement sexuel est suivi de viol. Et à ce sujet, il faut savoir que la peine encourue est une réclusion criminelle de 10 à 20 ans et de 1 million à 5 millions de francs d'amende lorsque la victime est en situation de demande d'un emploi et d'un service public ou dans un lien de subordination professionnelle. Article 553, nouveau alinéa 4. Dans le reste de l'actualité à présent, pour accompagner les micro, petites et moyennes entreprises, donc dans la mission de coaching, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a procédé vendredi dernier au lancement de l'initiative Mise sur moi. Il s'agit d'un nouveau mécanisme institutionnel visant à orienter les chefs d'entreprise par le renforcement de leurs capacités, soutenu par la GIZ. La première édition de l'initiative a connu la forte participation des entreprises. Les précisions sont avec Clément Tchadé. Face aux responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, plusieurs chefs d'entreprise venus des départements du littoral, de l'Atlantique, de l'Ouémé et du Plateau pour s'informer des avantages de l'initiative dénommée « Mise sur moi ». Une initiative de l'institution consulaire élaborée pour accompagner les micro, petites et moyennes entreprises pour leur développement, mais aussi leur émergence. Je suis aussi convaincue que l'accompagnement que ces PME ont poursuivi au cours de mois passés, l'accompagnement dans le cadre de SMI Loop avait vraiment permis d'améliorer leurs compétences entrepreneuriales de davantage. Donc prenez cette site comme un site de qualité. Ce dont ces entreprises avaient besoin, c'était que les cabinets qui les ont accompagnés leur tiennent la main pour aller rassurer leurs partenaires, leur tiennent la main pour pouvoir en fait démarrer ce chemin-là. Ce dont ces chefs d'entreprise avaient besoin, monsieur le secrétaire général, madame la coordonnatrice, c'était de pouvoir avoir le sentiment d'être moins seul sur ce parcours du développement, sur ce parcours d'accélération d'entreprise. Le lancement des activités de mise sur moi est aussi la phase opérationnelle du Salon des partenariats et des opportunités pour les MPME. Grâce au pilier de ce programme de la CCI Bénin, soutenu par la GIZ, à travers le projet Pro-PME, les capacités entrepreneuriales des sociétés sont renforcées dans plusieurs secteurs économiques. Que nos entreprises au Bénin et probablement dans la sous-région ont besoin de 3 choses. La première, c'est tout simplement de l'information, de la formation et de l'aide à la gouvernance. La deuxième chose, c'est de l'accès au marché. Et la troisième, c'est la facilitation de financement. Je voudrais encore une fois vous dire que la Chambre de commerce reste et restera toujours à vos côtés pour vous accompagner, car notre mission, la seule et l'unique que vous nous avez confiée, c'est de vous servir. En plus de faire connaître davantage les entreprises, la CCI Bénin par ce mécanisme entend contribuer à leur développement en leur facilitant l'accès au marché et la coopération. Ceci grâce aux séances B2B qu'elle leur offre à cette occasion.
Le Salon des partenariats et des opportunités pour les MPME a aussi permis aux participants de visiter les différents stands exposant le Made in Bénin. Éducation et culture pour boucler la première partie du grand format au complexe scolaire clé de la réussite. On sait bien lier l'utile à l'agréable. L'école a organisé ce samedi la phase finale des journées culturelles qui ont permis de révéler les talents artistiques chez les apprenants. Le point avec Siomo Kanya Songo. Chaque année, il en fait un peu plus le complexe scolaire clé de la réussite en matière de journée culturelle. Une ultime étape le samedi 4 mai qui a réuni les 3 sites du complexe, Bégamé et Zobouhoué de Cotonou, puis Abomey-Calavi. Au menu, chorégraphie, défilé de mode, interprétation, sketch, tout pour révéler les talents qui dorment en ces apprenants, et cela devant un jury rigoureux. Et au terme de 5 heures de prestation, les résultats à la satisfaction des uns et des autres. Les journées sportives, culturelles et artistiques, nous sommes là aujourd'hui par le carnaval intercite qui vient primer Calavi premier, Bégamé deuxième et Zobouhoué troisième. Pendant des heures, les élèves du complexe ont égayé le public qui en voulait davantage. Outre ces prix, la direction générale du complexe clé de la réussite n'a pas oublié les élèves méritants. Nous avons joint l'utile à l'agréable. Les élèves qui ont mieux travaillé au CAP l'année passée, au BPC et au baccalauréat ont été aussi primés. Donc c'était l'occasion de remettre officiellement les prix au premier du Bénin au CAP, les prix au deuxième du Bénin au bac G2. Bientôt, les examens de fin d'année scolaire. Et déjà, le complexe scolaire clé de la réussite a pris ses dispositions pour de meilleurs résultats. Nous profitons pour exhorter les autres élèves à se battre, à suivre attentivement les travaux dirigés qui commencent dès le lundi 11 pour pouvoir préparer sérieusement le BPC et le lundi 20, ce serait le bac. Et lors des TD spéciaux, nous allons travailler à fond, revenir sur les points essentiels et roder un peu les élèves par rapport aux cas typiques. Le complexe clé de la réussite a toujours œuvré pour l'émulation de ses apprenants, une méthode dont les résultats parlent d'eux-mêmes au plan national. C'était donc le dernier sujet du point de l'actualité. Dans la suite, on va ouvrir la page magazine du grand format qui nous conduit à Sasséné. C'est à Djougou. La population de ce village manque d'eau potable et consomme malgré elle une eau qui met en péril leur santé et surtout celle de leurs enfants. Les autorités locales, elles, restent impuissantes face à cette situation. On va suivre le magazine juste après cette coup de pause. L'eau potable, source de vie, est un produit de luxe pour la population de Sasséné à Djougou, ne disposant plus d'une source d'eau potable. Les habitants de ce village ont trouvé une solution palliative. Elles ont creusé des trous d'où émerge l'eau boueuse préjudiciable à leur état de santé. Dans ce village, s'approvisionner en eau de boisson est une tâche harassante, épuisante et complexe pour les femmes et les écoliers de cette localité. Enfants au dos, bassines à la tête,
et en file indienne, les femmes sont obligées de parcourir 5 km pour trouver l'eau dont la couleur renseigne déjà sur sa qualité. Les conséquences de cette situation sont énormes, surtout sur les enfants. Commune de Djougou, quand l'eau potable devient un luxe, c'est un magazine signé Alassane Arona et Abdou Sabi Dressou. Saasene, localité située à 18 km de Barienou Centre, dans la commune de Djougou, est plus que jamais confrontée au manque criard d'eau potable. Pour se procurer de ce liquide vital, les femmes doivent parcourir 5 km environ pour rallier ce bas-fond. Ici, il faut user d'une stratégie à haut risque pour atteindre la source d'eau, une eau de qualité douteuse, donc impropre à la consommation. S'il fait jour là, nous les femmes, à partir de 6 heures, on est dans le puits là déjà. On cherche l'eau. Parfois, on peut venir dans le puits là, on n'a pas trouvé l'eau même. Avant de venir ici, les autres sont déjà pisés. Et on est là pour chercher l'eau un peu. Voyez comment nous faire pour trouver l'eau là à boire. C'est comme ça on fait, un peu. Dans ce village de près de 600 âmes, aucune source d'eau potable n'est disponible en dehors de cette pompe à motricité humaine, elle-même hors d'usage depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, le seul recours pour avoir l'eau de boisson en cette période reste à ce bas-fond dont l'eau est tout, sauf potable, ce qui expose les populations aux maladies hydriques. Nos souffrances là, c'est de l'eau. Pendant la saison sèche, c'est grave. Pour gagner l'eau, avec nos enfants, c'est ça on boit, c'est ça on prépare avec. Tout ça là, c'est pour souffrir. C'est ça là, on va piser pour laver avec les habits, pour préparer avec. Tout ça là, on boit. Nous les femmes, nous maries. On donne les enfants aussi. On lave avec les habits pour les enfants. Les enfants même, des fois c'est diarrhée. Même nous les grands, tous les jours, les gens souffrent les maux de ventre. Finalement, c'est l'eau. L'eau est sale. Or, sans l'eau, l'homme ne peut pas vivre. En dehors des ménages qui se contentent de cette eau impropre à la consommation, l'école primaire publique de cette localité, dotée d'une cantine scolaire, se trouve aussi dans la même situation. Pour préparer des repas, des écoliers sont sollicités pour la corvée d'eau. Quand les élèves doivent aller chercher l'eau au marigot, ils partent à 7 heures, mais ils reviennent tardivement pour suivre les cours. De loin, même on voit la couleur de l'eau là. On dirait que c'est déjà même noir. Et ça cause de maladies aux enfants. Et en classe, les enfants vomissent. Ils font la diarrhée. Donc, c'est cette eau qui est à la base de tous ces maux-là. Et nous remercions le gouvernement du fait qu'il nous a même doté de la cantine scolaire. Maintenant, nous prions à ce gouvernement ou aux bonnes volontés de bien vouloir nous venir en aide en nous donnant un puits ou bien une pompe. Les puits, vous voyez comme ça, vraiment, c'est nous les hommes qui sommes venus débrouiller, creuser dans le bas-fond avant que les dames là viennent trouver ça un peu. Vraiment, mes chers partenaires, vraiment aidez-nous, surtout nous souffrons avec nos élèves. C'est avec de l'eau là que vraiment on fait avec la cantine. Surtout en janvier, si tu viens ici, c'est pitié. De la maison pour le marigot, c'est environ 5 km. Les élèves quittent à 6 h du matin pour la recherche de l'eau. C'est de ça qu'on prépare la cantine. Or, notre eau est sale, trop sale. C'est là les bœufs viennent pour boire. Nous les hommes aussi, c'est dedans nous vivons. On fait la lessive avec ça. C'est pitiable, il faut nous aider. On souffre de l'eau trop à Saasene. Il faut nous aider. Nous sommes dans un village, on ne sait pas quoi dire. C'est ça, on donne les enfants. L'enfant là veut boire l'eau, je vais la donner. L'enfant là veut boire l'eau. Regardez, moi aussi la maman, je vais prendre l'eau. Comme ça, est-ce que c'est bon comme ça? Sauvez-nous. Hein.
Malgré les efforts du gouvernement pour doter les arrondissements en eau de boisson de qualité, cette localité de Saasene souffre d'un manque criard d'eau potable et pourtant, les installations de la SONEB sont visibles à Barienou Centre, lesquelles installations n'alimentent pas Saasene, relégué aux oubliettes. Saasene relégué aux oubliettes. Pourquoi? Nous allons tenter de le savoir. En tout cas, merci beaucoup à vous, Alassane Arona et Abdou Sabi Idrissou, pour ce magazine. Et pour mieux comprendre la situation qui prévaut justement dans ce village, nous avons sur ce plateau un natif de Djougou qui va nous donner quelques éléments de réponse à un certain nombre de questions. Monsieur Moussa Sabi Adjao Salif, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Avez-vous vécu cette situation également? Oui, je dirais que j'ai vécu cette situation de pénurie d'eau dans l'arrondissement de Barienou, mais pas exactement dans la localité de Saasene. D'accord. Dans la localité de Saasene, est-ce que vous avez connaissance de la situation? Comment ça se passe? Comment est-ce que les femmes se débrouillent pour s'approvisionner? Bon, pas en eau potable, mais en eau quand même. J'ai connaissance de cette situation. Il faut avouer que c'est une situation qui déplaît totalement. Et les femmes se battent, elles se donnent à corps et âme pour s'approvisionner en eau. Mais cette eau, c'est une eau insalubre, c'est une eau qui rend malade. Mais elle parcourt de grandes distances quand même avant de s'approvisionner en eau, environ 5 km. C'est tracassant, c'est vraiment... désolant. D'accord. Et cette source d'eau artificielle donc, que nous avons vue, comment est-elle réalisée? C'est une source d'eau réalisée par les habitants du village eux-mêmes. Ils sont allés dans un bas-fond, ils ont creusé pour pouvoir trouver un peu de l'eau. Et cette eau, il faut avouer, les feuilles mortes, il y a un peu de tout dedans quand même. Et ça ne donne pas de la joie à voir une population continuer à consommer cette eau au XXIe siècle. Justement, si le réalisateur est avec nous, nous allons de temps en temps voir les images donc, de cette situation. Normalement, à quelle heure les femmes doivent-elles se réveiller pour se mettre en route, donc dans l'espoir de pouvoir trouver un peu d'eau dans les bassines? Déjà, tôt le matin, à 6 heures, il va falloir que vous soyez en route pour éviter de manquer de l'eau. D'accord. Et puis, on sait très bien que cette source n'est pas intarissable. Pendant la saison sèche, comment est-ce que les femmes se débrouillent? Bon, pendant la saison sèche, c'est vraiment difficile en ces périodes pour les femmes de trouver de l'eau. Pendant la saison sèche, vous allez les voir à queue leu aller vers la seule source d'eau pour chercher cette eau utile à leur foyer. Et dans le reportage, dans ce magazine, nous avons vu une pompe à motricité humaine qui est hors d'usage. Qui l'a réalisée et qui est-ce qui est chargé de l'entretenir normalement? D'abord, il faut commencer par dire merci au gouvernement. Merci à la mairie de Djougou qui pense, je crois, à toute sa population. C'est l'œuvre de la mairie de Djougou. C'est elle qui a réalisé l'unique pompe à Saasene depuis 2016. Et actuellement, la pompe est dans un état vraiment que je ne peux pas expliquer parce que c'est pas... Alors pourquoi la pompe n'est pas entretenue pour permettre aux populations d'avoir de l'eau? Bon, déjà que la pompe est venue, il y avait un comité qui a été installé, comme c'est d'abord l'habitude dans toutes les localités. Et le comité est chargé du suivi de la gestion des pompes. Et comme partout à Saasene, le comité prenait déjà à chaque femme 10 francs pour permettre à ce que s'il y a éventuellement des pannes qui surviennent, qu'on arrange ces pompes-là. À un moment donné, vous connaissez, la gestion est difficile. Les fonds là ont été détournés. Et c'est de petits fonds mobilisés qui ont été détournés. Et ça n'a pas pu permettre à la population de subvenir, de réparer la pompe. Mais ils ont quand même fait l'effort. Quand c'est gâté une fois,
la population a essayé d'arranger à plus de 100 000 francs, Et la mairie également a fait sa part. Et il faut tirer chapeau, surtout à l'autorité locale, le CA. Je veux nommer M. Amadou Idrissou, qui, il y a quelques jours, a essayé d'arranger à sa manière cette pompe-là. Et puis dans le reportage, nous avons vu les installations de la SONEB également dans ce village. À quoi servent-elles ces installations de la SONEB? C'est une question que je ne dois pas éviter. Les installations de la SONEB existent déjà dans Barienou, mais ça n'alimente même pas le village de Barienou, à forte raison les autres hameaux de Barienou. Il y a l'aller seulement, il n'y a pas le retour. Les eaux ont été détournées vers la ville de Djougou seulement. Alors, et c'est cette même eau qui est utilisée pour préparer à manger aux enfants dans les écoles pour la cantine scolaire. Est-ce qu'il n'y a pas de services de contrôle d'hygiène dans ces écoles qui veillent, on va dire, à la sécurité de ce que les enfants mangent? Déjà que c'est des eaux polluées que les enfants prennent à la maison. Oui. Bon, quand on parle de services d'hygiène, moi je suis un peu frustré. Je suis frustré parce que depuis la source, l'eau est déjà polluée. Quelle hygiène encore peut-on prendre en dehors du filtrage? Encore que c'est les enfants qui doivent aller à 6 heures, aller chercher l'eau, qui prennent beaucoup d'autres risques encore. Donc l'hygiène, je pense qu'il n'y a pas d'hygiène. D'accord. Et à cause donc de cette situation, les enfants tombent régulièrement malades. Nous, les parents l'ont dit dans le magazine. Dans ces conditions, les parents ont-ils les moyens pour conduire les enfants dans les centres de santé? C'est une situation vraiment pénible. Les populations peinent déjà à trouver de quoi manger, de quoi survivre à la maison. Et à cause des eaux polluées maintenant, les enfants tombent régulièrement malades. Les fièvres typhoïdes, les diabètes et les diarrhées par-ci par-là. Et ça devient une situation compliquée pour aller vers l'hôpital et se soigner. Le village dispose-t-il d'un centre de santé tout au moins? Il parcourt toujours 18 km pour venir à Barienou centre et se soigner. D'accord. Alors concrètement, vous avez salué, on va dire, l'initiative donc du chef d'arrondissement. La mairie elle-même, est-ce qu'elle a connaissance de ces situations? Qu'est-ce qu'elle fait pour soulager la population? À ce que je sache, la mairie sait que l'unique pompe qui existe à Sasséné est hors d'usage. Mais quitte à savoir, est-ce que la population là, la mairie s'est déplacée pour aller voir mes populations, mes parents consommer de l'eau de rivière? C'est une grosse interrogation. D'accord. On va finir l'entretien peut-être avec votre message. On le sait peut-être à l'endroit peut-être des autorités locales de Djougou, de la SONEB peut-être et de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural qui vante souvent ses performances dans les zones rurales. Votre message à leur endroit? Mon message à l'endroit des différents partenaires, à l'endroit de la mairie, c'est le cri de cœur que je lance. Je demande à toute oreille qui nous aurait entendu de faire parler le cœur et venir en aide à nos populations. Au XXIe siècle, où en ville, les gens parlent de la consommation d'eau potable à Sasséné, notre inquiétude, c'est l'inexistence d'eau potable, c'est l'insuffisance d'eau insalubre. Et nous consommons une eau impure, ce qui rend malade les enfants, ce qui expose les populations à de nombreuses maladies et par conséquent aux limites économiques. Donc j'invite tous ceux qui nous suivent à venir en aide à la population de Sasséné pour avoir au moins de l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Sans l'eau, l'homme ne peut pas exister. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Moussa Sabi Adjao Salifou, natif de Djougou, précisément de l'arrondissement de Barienou. C'est bien ça? C'est bien ça. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va revenir à Cotonou pour parler de ce mouvement d'humeur des conducteurs de minibus qu'on appelle Tokpa Tokpa qui font le trajet dans Cotonou Porto Novo. Désiré Gouron nous rejoint dans un instant. Il est le président de la Kosikotrab. Il va nous parler de ce sujet. Mais avant, on va observer une pause pour suivre Actu sur le net de Florence Boussa. Vous cherchez à donner un coup de fouet à votre informatique tout en économisant? Bienvenue chez Microland, votre solutionneur numéro 1 en informatique.
Chez nous, nous avons le coup du marteau sur nos prix. Jusqu'à 30% de réduction sur toute notre gamme informatique et nos solutions d'impression. Ne ratez pas l'occasion d'économiser tout en améliorant votre équipement informatique. Passez chez Microlonde Informatique dès aujourd'hui à Cotonou-Ganri en face de la librairie Notre-Dame pour découvrir nos offres incroyables. Offre valable jusqu'au 15 mai 2024. Produit sous garantie 12 mois, service après-vente et livraison assurée. Infoline 95 95 28 24. Edo akalasu gangano TV bonu kukutono bodonu obo cha nte akalasu gangano akalasu gangano te kado ye gemetisa on bokwe yo on bokwe cha akalasu gangano TV ye ke ya ho mi lo akwe vai ye mi beta di lo me Kinyan te kado fini akalasu ganga mo sa bokwe yo Well, fine. But we don't die. We don't Kalasu ganga no divibonu. Vitono. Ani unga. Vitono wa. Kado fiko de ya. O kan wa malaye ba ese roboja. Mende mai ko mende ukon akru no wedo. Mi home la mi taziza me. O jeje mende wena me. S'ils n'ont pas soulevé, ils vont déposer. Doucement. Y'a quoi ça? Non. Moi, c'est avec Guillaume. Guillaume. T'as qu'on dit au temps. Non, mais moi, semble bas. Bah, non, il charge ici. Guillaume, il charge des boulets. Moi, t'entends, hein. T'entends, Guillaume, nous, nous, l'homme. Guillaume, des boulets, à un moment. Mais non, t'entends, il y a quoi, là. On a mis. Voilà, essence non c'est vieux. Ma zone, dans essence non c'est vieux. Il y a de comptable millions. Moi, je me suis fait attaquer dans mon yard. Oui, on m'a dit que je n'ai pas fait de mal. Eh oh, il n'y a pas. Il souhaite que je me fasse. Je me grave moi. Dans ta propre maison, tu te caches pour communiquer. Être infidèle là, c'est forcé. Il y a un sauvage à payer là. Ça va chauffer maintenant. Crébé bandit. Kuno wanami, yema sagada Muja uzo Jésus kilisi. Wengata wa go gege kutu gege sa. Okuja fiena dijoni. Ninko choche beto era vera midi. Odego kelero Jésus vivi. Jésus, mais vrai. Ozo, fire. Yeke viena rumi. Jésus. Oh, you know fiat bombi hobe. Mama, ngado mama. Yo. Retour sur le plateau du grand format pour la suite de cette aventure. Nous parlerons maintenant dans un instant de cette situation qui concerne la répression des infractions liées au non-respect du code de la route. La deuxième phase est annoncée par la police républicaine au niveau donc des conducteurs des minibus appelés Tokba. Il y a des grincements dedans. Nous allons essayer de comprendre avec l'invité qui vient de s'installer, Monsieur Désiré Goum. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le président de la centrale des organisations syndicales des conducteurs et transporteurs du Bénin, Kosiko-Trab. Bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, comment est-il possible dans un minibus d'avoir des ceintures de sécurité pour ses passagers? Merci, monsieur le journaliste, pour l'occasion qui m'est offerte. Et je ne saurais commencer sans dire bonjour à nos chers téléspectateurs, à nos vaillants conducteurs qui sont sur nos différents corridors pour desservir les différentes contrées de notre pays, aussi bien en marchandises qu'en passagers. Je leur souhaite une fois encore du courage. Ce n'est pas facile. Et pour revenir à votre question, effectivement, pour la deuxième phase, les contraventions à réprimer qui sont retenues, il y a le port de ceinture, aussi bien pour les passagers de devant que pour les passagers de derrière.
Face à cet état de choses, du moins, la particularité au niveau des minibus est que bon nombre, pour ne pas dire 90% de ces minibus, n'ont pas ce dispositif, surtout pour les passagers de derrière. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la majorité de ces bus, quand vous prenez par exemple les J5, les J9 et autres, c'est des véhicules qui en temps normal n'étaient pas destinés pour le transport en commun de passagers. Donc c'est des véhicules qui ont connu des modifications par le soin de ceux qui ont acheté. Et peut-être qu'ils l'ont fait par ignorance, mais il faut souligner qu'en son temps, ils ont reçu la caution, ils ont été accompagnés dans cette ignorance par les cadres du pays. Je vais parler de l'ANAT parce que les cadres gris ont été délivrés par ces derniers. En temps normal, on aurait pu leur dire voilà ce que vous êtes en train de faire. En temps normal, vous ne devez pas le faire. Voilà, on les a laissés faire. Et c'est là, moi, mon souci. Est-ce qu'aujourd'hui, si on veut corriger le tir, est-ce que ça revient au maillon le plus faible du système, je vais parler des transporteurs et des conducteurs, de supporter seul la charge? C'est un peu, moi, mon souci. Alors, la situation actuellement, c'est quoi vos éléments? On va dire vos camarades ont observé quelques jours de grève. Aujourd'hui, quelle est la situation? Par rapport à ce mouvement de débrayage qu'on a observé la semaine passée, je tiens d'abord à souligner qu'on n'était pas signataire d'une motion. C'est un mouvement qui est spontanément né suite à la répression qui a commencé au niveau de Porte-Novo par le commissaire central. Or, il y a de cela une semaine, le jeudi passé je crois, le premier responsable de la police, je veux nommer le général, nous a appelé pour une concertation ou bien pour une information. Et si je comprends bien, le jour-là, dans les débats, pour nous, peut-être que je me suis trompé, c'est-à-dire de façon officielle, comme ils ont toujours l'habitude de le faire, la phase répressive pour la deuxième phase-là sera annoncée parce que c'était annoncé pour le premier et ça n'avait pas démarré. Et c'est le 2, je crois, qui nous a reçus. Et dans les discussions, pour nous, c'est que on va encore, avant qu'on recommence, nous annoncer ça officiellement. Je me souviens, le jour-là, j'ai posé le problème de nos camarades Topa. Et j'ai senti une ouverture du côté de l'autorité. Et il est allé même dire, vous voulez un moratoire, je veux, même si c'était de l'ironie. Il demandait, je vous accorde encore un an. J'ai dit non, monsieur le directeur, on va encore se rapprocher de vous. On s'inscrit dans une démarche de négociation, de plaidoyer, pour que quelque chose soit fait du côté de nos camarades les Topa. On en était là quand lundi, on a appris que la répression a commencé du côté de Porte-Novo. Et c'est ça qui a créé ce que vous avez constaté la fois dernière. D'accord. Et pourtant, plusieurs fois, les syndicats, en tout cas qui sont dans le secteur, saluent, on va dire, la disparition ou bien la diminution des tracasseries policières sur nos axes routiers. Est-ce que c'est réellement le cas? À tout seigneur, tout honneur, comme on le dit, c'est l'occasion, une fois encore, pour dire un grand merci au Père de la Nation. Je n'ai jamais cessé de le dire chaque fois que l'occasion m'est offerte. C'est vrai, à son arrivée, sans tambour, sans cri, les tracasseries routières qu'on connaissait par le passé, on a mis fin, sans même qu'il y ait des rencontres avec l'autorité, sans même qu'il y ait une rencontre avec quoi que ce soit. Et ça, c'est à son actif, et on l'a toujours remercié pour ça. Mais aujourd'hui, c'est à croire que ça revient de façon, c'est pas de plus en plus chose là, parce que la deuxième phase pour nous n'a pas encore démarré officiellement. Mais sur certains de nos corridors aujourd'hui, ça a déjà commencé. Vous prenez le corridor Cotonou-Lomé, au niveau de Abanto et autres, ça se fait, le contrôle de ceinture, aussi bien des passagers de devant que des passagers de derrière. Vous prenez le tronçon Cotonou-Boycon, que ça soit Massy, Zogodome et puis Cana, ça a commencé aussi. Est-ce que
il y a une autre qui est sortie en temps, dont nous, en tant que raison, on n'est pas au courant. Ou bien, c'est les autorités policières au niveau de ces contrées, de ces villes, qui ont pris l'initiative de façon unilatérale pour faire l'opération. Nous, on est un peu embêtés. Concrètement, est-ce que vous êtes impliqué, on va dire associé dans la conduite de cette opération? Non, c'est la seule rencontre qu'on a eue avec l'autorité. C'est la rencontre du jeudi. Et pour nous, c'est peut-être le déclic. On s'attendait à ce qu'il y ait d'autres rencontres. Ou peut-être, vu que l'autorité a déjà fait le premier pas, que de notre côté aussi, qu'on répète, parce qu'on l'a toujours fait, sans qu'on ait gain de cause. Et à notre grande surprise, c'est tout comme si on est venu, on nous a appelés tout juste pour qu'on donne caution, ne serait une caution morale à ce qui veut se faire. Alors finalement, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain? Le contrôle va se faire avec les ceintures de sécurité pour aux passagers. Que va-t-il se passer sur le terrain? Non, au fait, je l'ai déjà évoqué la fois dernière dans une émission pour dire, c'est vrai, les autorités ont à cœur la sécurité routière, la sécurité des usagers des routes et autres là. Mais il ne faut pas perdre de vue le contexte qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Quand je parle de contexte, c'est la morosité économique qui sévit dans le pays. Sous d'autres contrées, en temps normal, l'État devait nous accompagner. Mais à défaut, qu'on n'en rajoute pas à l'existant. Quand je dis existant, c'est déjà les difficultés que l'on traverse. On peut toutefois déjà mettre en veilleuse, surtout pour ce qui est des minibus. Parce qu'aujourd'hui, décider appliquer de façon rigide cette contravention ou bien cette répression du côté des minibus, pratiquement tous sont garés. Est-ce que vous avez l'occasion de dire, de faire cette proposition à l'autorité? Oui, c'est ça que j'ai évoqué pour dire, mais en temps normal. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle des minibus, même les bus les plus récents, il y en a qui n'ont pas ce dispositif. Quand vous prenez les sièges dépliants qui sont juste à côté des grands sièges là, aucun de ces sièges n'ont le système de ceinture. Or, ce qui est recommandé dans le cas d'espèces, c'est que quand le siège n'est pas doté de ceinture, en temps normal, on ne doit pas contraindre le conducteur ou bien le propriétaire du véhicule à en mettre le dispositif. Parce que quand on parle de ceinture, ça sous-entend ceinture homologuée. Les notes qui courent aujourd'hui au niveau des matelassiers et autres là, pour aller mettre des cordes ou bien des ceintures autres là, est-ce que ces dispositifs qui sont en train d'être mis là respectent les normes? Il ne faut pas qu'on veuille régler un problème et on en crée d'autres. Donc, nous, notre doléance, c'est d'implorer la clémence et l'indulgence des autorités pour que, du côté surtout des minibus là, que surtout pour les passagers de derrière, qu'on essaie de revoir la copie. D'accord. En dehors donc de cette situation de contrôle routier, les conducteurs vivent une autre situation, notamment avec la municipalité de Porto Novo. On se demande pourquoi est-ce que les prix de chargement ont-ils augmenté? Bon, c'est à croire que Porto Novo, c'est une république dans la république. C'est une république dans la république où, vous m'excusez, l'autorité à la tête de la commune, c'est-à-dire est allergique au dialogue, je dirais. Parce que ça fait plus de 3 demandes d'audience que nous on a envoyées. On est allé même, suite à notre dernier congrès, puisque son DTC est venu nous assister, un peu pour aller lui dire merci. La proposition c'était de lui envoyer une demande en son nom propre. Ce qu'on a fait, mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, rien. Peut-être que l'autorité ne veut pas discuter parce que de leur côté aussi, tout ce qui se fait n'est pas clean, surtout en matière des tickets qui nous sont placés sur les gares routières. Comment comprendre aujourd'hui que sur la même gare, vous voyez les PTE, c'est-à-dire les machines que le ministère de l'économie a introduites dans le système, et à côté, parallèlement à ça, vous avez encore des supports physiques, c'est-à-dire les tickets en papier qu'on faisait. Où est le principe de l'unicité de caisse par rapport à ce qui se passe sur le terrain? Et dans un passé de temps, ce qu'on payait pour le frais de... Parce que les taxes qui reviennent aux mairies, c'est ce qu'on appelle sur les gares routières le stationnement. On sous-entend que quand tu viens faire le chargement, l'espace que tu as occupé, tu dois pouvoir payer quelque chose pour. Mais aujourd'hui, au niveau de certaines mairies, ils se sont arrogés les prérogatives et ils créent eux-mêmes les taxes. Reste à savoir si ils ont compétence à le faire. Et l'autre chose,
Et là, on sent un peu de la pagaille, même au niveau de ces menus. Il n'y a pas une harmonie au niveau des tasses. Pour le hors-parc aujourd'hui, et voilà une autre situation. Oui. Il y a des communes qui aujourd'hui n'ont pas de gare routière. Mais qui mettent des comités en place avec des éléments qui ne font que tracasser nos pauvres chauffeurs sur la route. Hors-parc. C'est vrai, le hors-parc, c'est le syndicat même qui l'avait créé. Ce n'est pas que je suis contre le hors-parc parce que avec le hors-parc, il n'y a pas une traçabilité par rapport à la destination du client. On ne sait pas ce qui se passe. Or, quand les chauffeurs viennent faire le chargement sur les gares, on a un regard, les responsables ont un regard. Je l'ai dit la fois dernière, on ne peut pas accepter à ce qu'un chauffeur, par exemple, en état d'ébriété, monte au volant, par exemple. Il y a des jours où on décrète des contrôles de permis, où les permis non requis, ou bien ceux qui n'ont même pas le permis, là, ne doivent pas prendre le volant. D'accord. Il y a quelques jours ou quelques mois, vous avez été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, à qui vous avez exposé les difficultés de collaboration avec les mairies. Est-ce qu'aujourd'hui, fondamentalement, quelque chose a changé? Rien. Je dirais rien du tout. Rien du tout. C'est vrai, l'autorité nous avait dit qui vient de nous écouter et qui va appeler aussi l'autre partie, les écouter et nous rappeler. Peut-être que on ne maîtrise pas l'agenda de la deuxième personnalité du pays. Peut-être qu'il est en train de s'y atteler, on ne sait pas encore. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que ce qui se passe au niveau des mairies aujourd'hui, c'est carrément autre chose. Comment comprendre qu'un pauvre chauffeur qu'on prend pour hors-parc, vous prenez le cas de Boycon aujourd'hui, la contravention, alors que vous prenez la nomenclature, quand vous prenez la nomenclature des contraventions aujourd'hui, les contraventions régulièrement retenues par les règlements et autres là, vous ne verrez nulle part quelque chose qu'on appelle hors-parc. Vous ne verrez nulle part quelque chose qu'on appelle hors-parc. Or, c'est la vache à lait aujourd'hui au niveau de ces mairies. Vous prenez Boycon, c'est 100 000 comme amende. On a arrêté des conducteurs qui sont obligés de vendre le véhicule parce qu'on l'a arrêté une première fois. Il s'est rapproché des usuriers pour faire un prêt. Il n'a pas encore eu le temps de payer. Et la semaine qui a suivi, on le prend encore. D'accord. Alors, la COSICOTRAB, c'est aussi les gros porteurs qui sont affectés par la fermeture de la frontière de l'autre côté du Niger. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que la situation est vécue? Bon, la situation, autant que nous sommes transporteurs comme conducteurs, nos commerçants et autres, tout le monde est affecté. Tout le monde est affecté. Il y a des véhicules qui sont garés de l'autre côté. Les chauffeurs ne pouvant plus supporter, on a dû laisser ces véhicules pour rentrer. On ne sait pas dans quel état ces véhicules sont aujourd'hui. Ces moyens de transport se retrouvent aujourd'hui de l'autre côté. Et c'est tout le monde qui est affecté, même l'économie nationale aussi. Vous constatez un peu ce qui se passe au niveau du port aujourd'hui, aussi bien du côté des dockers, tout le monde est affecté. Le souhait, le vœu, c'est que cette crise soit rapidement dénouée pour que aussi bien nos frères du Niger que nous-mêmes, qu'on puisse souffler un peu. Et sincèrement, ça. Et la dernière décision prise par le chef de l'État pour, on va dire, obliger Niamey à ouvrir ses frontières, la décision est-elle salutaire selon vous? Ben, écoutez, c'est comme un jeu de dames. Chacun essaie de voir sur quel pion faire cela pour avoir gain de cause. Suite à l'adhésion de la première personnalité, j'ai dans les journaux, aussi bien sur les réseaux sociaux des gens, c'est le moment à jamais pour nous de montrer notre sens de patriotisme. Quel que soit ce qu'on va reprocher à notre président. Si on ouvre les frontières aujourd'hui, est-ce qu'il sera le seul bénéficiaire de choses là? Et donc s'il le fait, c'est d'abord pour nous. Donc on doit pouvoir l'accompagner, le supporter. Et le reste, on le dira après. Mais quand j'entends certains des nôtres dire certaines choses sur les réseaux sociaux, bien sûr, dans les journaux, là, je crois que ce n'est pas encore le combat, ça. Le combat aujourd'hui, c'est de faire bloc derrière l'autorité pour qu'on ait gain de cause. Parce que ça n'arrange la situation, n'arrange personne. Ça n'arrange personne. On va finir avec cette situation avec les conducteurs de minibus et même d'autres. Et surtout cette deuxième phase de répression qui a démarré ailleurs et qui va démarrer officiellement peut-être dans les jours à venir. Non,
ma position n'a pas changé d'un seul iota. C'est que par rapport au minibus, les ceintures de derrière, qu'on ferme les yeux là-dessus. Parce que à vouloir appliquer les tests de façon rigide dans ce domaine-là, beaucoup de ces véhicules vont être garés. Et on sait très bien que ces véhicules, leur cible, c'est la couche la plus vulnérable. Nos mamans, nos grandes soeurs et autres là, qui quittent Porto-Novo pour Dantoba, la majorité, est-ce qu'aujourd'hui, si on garde ces véhicules et qu'il doit prendre les autres véhicules des agences 1200, 1500, la fois dernière, quand il y a eu un mouvement de débrayage, je ne vais pas appeler le nom d'une agence de transport. Mais au lieu de 1500, toute la journée, les 2 jours, c'est 1500, ils ont appliqué. Ça veut dire que si on sort ces bus aujourd'hui, ils vont faire 1500. Quels commerçants on voit de nos soeurs là qui quittent Porto-Novo, ne serait-ce pas pour aller vendre les friperies, même de l'eau. Quelqu'un qui vend de l'eau et qui déjà prend, parce que les bus, c'est 700, 800. Avant, c'était moins que ça. C'est quand la mairie a augmenté de façon vertigineuse cette taxe-là, qu'on est revenu à 800 et autres là. Combien de commerçants aujourd'hui, surtout de ces petits commerçants qui constituent la grande masse là, ont la possibilité de payer 3 000 francs, ne serait-ce que pour le transport seul dans la journée. Elle-même, elle veut gagner quoi. Donc, c'est un problème qui nous concerne tous, surtout le volet social. Il ne faut pas qu'on occulte cela. Si on l'occulte, on risque d'aller dans le décor. Et ça n'arrangera personne. D'accord. Merci à vous, M. Désiré Gohon, président de la COSICOTRAB, centrale des organisations syndicales des conducteurs et transporteurs du Bénin. Bonne journée à vous. Merci, c'est moi. Très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que c'est Queen Fumi qui est notre artiste de la semaine. Elle sera avec nous sur ce plateau dans un instant. Mais avant, on va passer au décryptage de l'actualité nationale avec Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur. Voici d'abord, pour planter le décor, la revue de presse hebdomadaire signée Asiongbon Kani Asiongbon. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci de retrouver la revue de presse hebdomadaire. La nation indiquait que le pétrole brut nigérien ne pourrait plus être embarqué depuis le terminal de Semepoji. Ainsi en a décidé le gouvernement béninois face au maintien par le Niger de la fermeture de sa frontière avec le Bénin. La radicalisation de la position du gouvernement nigérien après la condamnation par le Bénin du putsch intervenu le 26 juillet 2023 n'a pas facilité les relations en dépit des différentes tentatives de rapprochement avec son voisin. Avec cette décision, les navires devant favoriser le transport du pétrole nigérien depuis le terminal de Semepoji du pipeline construit en vue de l'exportation de l'hydrocarbure sont bloqués. Pour le quotidien, dans la pratique, le Bénin interdira ses eaux aux bateaux qui viendront pour embarquer le pétrole nigérien pour l'exportation, confie un proche du dossier en jeu, 90 000 barils par jour. Dans sa publication du mardi, Fraternité estimait que cette décision fait suite au refus du Niger d'ouvrir ses frontières. Malgré la décision de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de lever les sanctions contre le Niger, visiblement, les relations entre le Bénin et le Niger s'enlisent davantage et les protagonistes ne sont pas encore prêts à trouver un consensus. Mais entre le Bénin et le Niger, visiblement, c'est la lune de fiel et demain ne semble pas être la veille de la paix des braves. Le journal de titrer que le Bénin répond au jusqu'au boutisme nigérien. En croix Nord-Sud quotidien, cette décision est comme un coup de massue
pour le pouvoir du général Abdourahmane Tiani, qui fonde ses espoirs sur l'or noir pour booster l'économie du pays. Les premiers litres de pétrole avaient jailli de l'oléoduc à fin avril 2024, mais l'inauguration officielle n'a pas eu lieu. Le Matin ajoutait que quelques heures après cette annonce, le Niger a réagi par la voix de son Premier ministre Ali Lamine Zein. À en croire ce dernier, si ce blocage devait survenir, il reviendrait d'abord aux Chinois de régler l'affaire avec les Béninois. Le Niger, quant à lui, s'en tiendrait au contenu de l'accord. Ali Lamine Zein ajoute ainsi que la partie béninoise a confirmé à travers des correspondances son engagement à ne pas entraver le transit des hydrocarbures. La réaction du chef de l'État béninois ne s'est pas fait attendre, comme l'expliquait Bénin Intelligent, qui soulignait que la levée de l'embargo ne sera possible que si les autorités nigériennes collaborent. Si demain Niamey accepte de collaborer, les bateaux pourront embarquer le pétrole nigérien dans les eaux béninoises, promet le chef de l'État, qui veut tout simplement deux choses: la réouverture des frontières terrestres et le rétablissement des relations. Le Télégramme le rapportait, qui confiait « Je suis peiné par les relations tendues entre le Niger et le Bénin, deux pays amis et frères. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir notre collaboration et nos moyens. » Dans les colonnes de La Nation, on peut le lire, qui déclare « Le Niger ne nous a pas saisis officiellement d'une raison particulière pour laquelle ils ont gardé leurs frontières fermées. Ils ne nous ont pas saisis de leur volonté d'envoyer des bateaux chargés. Ce sont des entreprises chinoises qui nous informent des intentions des autorités nigériennes. Et même cette formule n'est pas convenable. Les États n'échangent pas entre eux via des prestataires privés. Nous sommes ouverts et nous attendons, en tout cas, faites observer Fraternité. Le Bénin affirme sa souveraineté. Le journal indiquait alors que Patrice Talon a décidé de taper du poing sur la table pour faire entendre raison. Ainsi, le pétrole nigérien ne passera plus sur le territoire béninois sans discussion directe entre les deux parties. Nous avons dit que cela ne peut se faire de façon informelle, comme c'est le cas des denrées qui vont au Niger. C'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle, soit chargé dans nos eaux de manière informelle parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, ou peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis, a déploré le chef de l'État béninois. Si vous voulez charger vos pétroles dans nos eaux, alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi. Avec Fraternité, on pouvait lire que de nombreux afrodescendants du monde entier pourraient bientôt acquérir la nationalité béninoise. Le gouvernement a présenté mercredi 8 mai en Conseil des ministres un projet de loi qui en définit les conditions d'obtention. Ces personnes ne pourraient ni voter ni travailler dans la fonction publique, mais il s'agit d'une reconnaissance à des éventuels descendants de Béninois victimes de la traite négrière jusqu'au XIXe siècle, car le Bénin a été l'un des pays qui ont le plus subi ce crime. Derrière ce projet, il y a un intérêt touristique et une démarche de valorisation et de reconnaissance, ajoute le journal pour lequel Patrice Talon s'est rendu récemment en Martinique et a décidé d'envoyer des troupes en Haïti. Le 10 janvier 2024, il a lancé les Vodou Days, un événement qui a drainé plusieurs afro-descendants. En sport, Visa Info relatait qu'ils sont venus de plusieurs pays africains à répondre présents à Cotonou au siège de la Confédération africaine des sports boules. Le samedi 4 mai 2024, pour le compte de l'Assemblée générale extraordinaire d'adoption de nouveaux tests, les délégués ont été conviés pour l'adoption des tests conformément à la recommandation du Comité international olympique. Dans son discours d'ouverture, le président de la CASB, l'honorable Idrissou Ibrahima, avait annoncé aux délégués son désir de déposer le tablier après avoir insufflé un nouveau dynamisme à l'institution, une proposition rejetée à l'unanimité des délégués présents et représentés Fraternité de Renchérir, que Idrissou Ibrahima est reconduit à la tête de la Confédération africaine des sports boules, malgré sa démission. À l'unanimité, les délégués ont rejeté l'annonce de son départ et l'ont reconduit dans ses fonctions après 20 ans de performance à la tête du comité exécutif de l'instance,
Le président sortant a annoncé qu'il dépose le tablier pour ouvrir une nouvelle ère. Ils ont trouvé un accord avec le président pour qu'il soit maintenu à la tête de la CASB. Les autres membres du comité ont été élus par la suite pour accompagner Idrissou Ibrahima. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire. C'était à l'instant la revue de presse hebdomadaire de Asiongo Kayi Asiongo en plateau pour le tour d'horizon de l'actualité nationale. Il est déjà installé. Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Directeur de publication du quotidien L'Informateur, merci d'être au rendez-vous. Étouffé à 2 reprises par la police républicaine, la marche des travailleurs a fini par avoir lieu samedi dans la rue de Cotonou. La démocratie béninoise reprend-elle vie réellement? Oui, on peut le dire sous ce format, encore que l'interdiction d'une marche n'est pas forcément la fin de la démocratie ou bien des difficultés en démocratie, parce que même en démocratie, on peut juger de l'inopportunité, des problèmes peut-être liés à la sécurité publique, peuvent amener donc les autorités à interdire une marche, bon, une marche pacifique, lorsqu'il est question pour les travailleurs de descendre dans la rue. Peut-être que les 2 premières marches intervenaient dans des circonstances que le gouvernement jugeait ne pas permettre de laisser donc les populations dans la rue. Et c'est pour cela qu'elle aura été interdite, je suppose. Maintenant, la situation est meilleure. Et elle a été autorisée. La marche a eu lieu. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Du 27 avril en passant par le 1er mai, donc à hier. Claude, fondamentalement, qu'est-ce qui a changé? Les autorités politiques ont des informations que nous n'avons certainement pas. Et ce sont elles qui décident donc de... quand il faut dire oui, nous avons confiance en elles. Les marcheurs sont sains. Ils sont bons, évidemment. C'est toujours... voyez-vous, c'est difficile de pouvoir être dans la position de décideur et d'autorité lorsqu'il est question de prendre des décisions de ce genre. Alors, nous ne pouvons que dire merci que finalement le temps est permis et que ce soit une date choisie par les travailleurs eux-mêmes et que cela ait marché aussi pour l'autorité qui a laissé donc que la marche ait eu lieu. Maintenant que la marche a eu lieu, en quoi est-ce que cela empêche le gouvernement de faire son travail? Non, le fait que la marche ait eu lieu actuellement, c'est certainement le temps, le timing qui a été, à mon avis, qui aurait été un problème. Je ne suis pas sûr que la lecture ait été différente si c'était peut-être pas telle date ou telle autre, mais peut-être les événements. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Peut-être que c'est un peu international, un peu spécial. Il fallait peut-être pas permettre qu'il y ait une marche en ce jour-là, parce que c'est le jour quand même le gouvernement. Mais si c'est de cette façon que les travailleurs décident donc de marquer l'événement, en quoi est-ce que ça gêne le gouvernement? Bon, dans cette situation, vous savez, le gouvernement et les travailleurs travaillent, ou du moins fonctionnent sur fonctionnent la main dans la main et discutent, parce que les travailleurs ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent sans que le gouvernement n'intervienne, ne dise son mot. Donc, lorsque on décide d'une marche et que le gouvernement n'est pas en accord, certainement que la décision de la marche a été prise unilatéralement, ou du moins le gouvernement n'a pas jugé qu'il n'y avait pas une situation, il n'y avait rien qui explique donc une telle marche. Je ne suis pas du gouvernement, je suis en train juste d'analyser, de voir les raisons qui auraient pu empêcher, et encore que les syndicalistes n'ont pas dit
autre chose. Hein. Et finalement, la marche a eu lieu. Le 27, non. Le 1er, non. Le 11 mai, oui. Tant mieux. D'accord. Alors, c'est vrai que Patrice Talon est en fin de mandat, on va le dire comme ça. Est-ce qu'il est normal de craindre donc, la généralisation donc, de ces marches dans le pays? Bon, si le problème se pose et qu'il persiste, c'est normal que les concernés, les populations puissent dire leurs mots. Vous voyez, que les gens qui sont en difficulté se manifestent, ce n'est pas un problème. Ça ne devrait pas être un problème. Que cela se généralise, je ne crois pas que ce soit forcément lié au fait que le président Patrice Talon serait vers la fin de son mandat. Et sinon, on risque de répéter, hein, de dire que c'est toujours politique, les marches. Or, je crois que les populations béninoises, si elles devraient donc multiplier, elles devraient faire des marches, ce serait pour des problèmes sérieux. Lorsqu'on parle de la cherté de la vie, justement, si les populations les travailleurs ont dénoncé la cherté de la vie, c'est une évidence, non, au Bénin? Bon, là-dessus, voyez-vous, mon opinion, c'est les travailleurs auraient pu, si c'est une évidence, associer les populations. Oui. Voyez-vous, lorsque la situation concerne tout le monde, parce que lorsqu'on parle de cherté de la vie, il y a des gens qui ne gagnent pas de salaire quelque part. Il y a des gens qui n'ont pas connu de sursalaire. Suivez mon regard, vous et moi. On n'en a pas connu. Mais nous sommes dans la même cité. Ici, il y a eu de sursalaire pour certaines personnes. Et en ce moment-là, personne n'a dit « et les autres ». Les autres sont restés sans rien. Et ceux qui ont eu pensent déjà qu'il y a cherté de la vie. Et en allant faire une telle marche, je crois que ça aurait été judicieux d'associer les populations. Parce que c'est cela, si quelqu'un devait parler de cherté de la vie, ce sont les populations beaucoup plus que les fonctionnaires. Je crois que cette logique-là, elle devrait être entendue des travailleurs pour savoir que parfois, certaines de leurs démarches sont biaisées et cela discrédite même ce qui est décidé. Je pense qu'ils auraient pu réussir plus si par exemple la marche avait été une marche appeler la population à faire une marche à cause de la cherté de la vie. Parce que c'est tout le monde qui suivrait. Alors ma réponse à votre question, est-ce que ce n'est pas vrai qu'il y a cherté de la vie? Je crois que les travailleurs ont dit non, et qu'il y a plutôt difficulté des travailleurs à pouvoir se satisfaire. D'accord. Avant donc, cette marche, nous avons lu ce communiqué du préfet du littoral, Alain Orona, qui notifie l'autorisation de la marche. Avons-nous besoin d'une autorisation désormais au Bénin pour faire une marche pacifique? Je pense que partout, il faut avoir une autorisation. Et c'est toujours bon d'avoir une autorisation parce que dans une marche, ce n'est pas seulement vous qui marchez qui êtes impliqué. Il y a les usagers de l'espace que vous voulez utiliser pour faire la marche. Il y a la sécurité de tous qui se retrouvent là-dedans. On peut juste informer l'autorité. Oui, lorsque l'autorité est informée. Et nous prenons des dispositions sécuritaires pour encadrer la marche, non? Oui, c'est beau à dire de cette manière-là, mais c'est bien de savoir qu'il y a des gens aussi qui sont dans le pays et qui ne marcheront pas avec vous, mais que vous empêcherez par votre marche. Pour moi, ces informations, on ne peut pas mettre ça sous le coup seulement de l'information. Je crois qu'il doit y avoir possibilité que l'autorité dise reporter ou que l'autorité dise oui, c'est bon, parce qu'il y a quelqu'un qui a les informations sur nous tous. Si nous décidons de marcher de telle heure à telle heure et que il y avait des informations, par exemple, que vous voyez généralement dans les pays, même les pays occidentaux, de grandes démocraties, on a peut-être un séminaire international, une conférence internationale où il y a des gens qui viennent de partout ailleurs, des autorités dont il faut assurer la sécurité. Lorsque les gens demandent des marches pacifiques ou même là-bas où on informe simplement, l'autorité dit oui, vous informez, mais actuellement, comme vous m'avez informé, ce n'est pas possible. D'accord. Et puis suite donc à cette marche, une rencontre donc est annoncée entre le gouvernement et les confédérations syndicales le 23 mai prochain. Alors pourquoi avoir attendu tout ce temps, tout ce tapage donc autour donc de cette initiative de marche pour ouvrir le dialogue avec les partenaires sociaux? Je crois que cette question est réelle et on peut vraiment se la poser. Mais je me suis dit aussi que généralement les partenaires sociaux et le gouvernement ont des calendriers de rencontres. Et
je ne suis pas très sûr que les syndicalistes, les centrales syndicales ne soient pas informés de ces calendriers-là, de ce calendrier et des périodes où ils doivent se rencontrer. Peut-être que le sachant, les syndicalistes ont voulu prendre le gouvernement de court et dévancer cela pour pouvoir organiser leur marche. Mais pour moi, travaillant pour que nous nous portions tous bien partout, il est heureux de savoir que finalement ils vont se rencontrer et que ce soit les syndicalistes qui aient annoncé que on veut qu'ils en parlent. Et le gouvernement fait bien parce que parmi les 4 points figure en tête la cherté de la vie. Ça veut dire qu'en prenant cette décision... Face à cette situation, que peut faire le gouvernement? Le gouvernement ne peut que voir sur le terrain. Parce que quand on parle de cherté de la vie, c'est le maïs qui devient vraiment excessivement un peu cher. Qu'on interdit la sortie des produits février. Est-ce que c'est une solution face à la situation dans laquelle vivent les populations? On verra maintenant que c'est fait. Le gouvernement a l'obligation de trouver une solution parce que si les populations vivent un peu cher, ça devient difficile pour l'État lui-même parce que c'est les mêmes populations qui doivent payer les impôts. Il ne peut pas vivre dans des conditions très difficiles et pouvoir payer les impôts. D'accord. Autre sujet avec vous, mon cher Claude Alofa. Le Bénin décide de mettre un embargo sur le pétrole du Niger pour l'obliger à ouvrir ses frontières. Quelle est votre position sur cette décision? Je vois par là la volonté, je vais dire les derniers espoirs d'un gouvernement, d'un chef de l'État qui a quand même montré sa volonté d'apaiser la situation. Les négociations, les démarches d'apaisement, tout a déjà... Je crois que oui. À la vitesse je crois que oui, parce que après que la CEDEAO a décidé donc de l'ouverture de l'arrêt des frontières, le Bénin a été l'un des premiers pays à ouvrir ses frontières. Et donc après cela, il y a eu des rencontres par rapport donc à cette situation commerciale donc du pétrole. Ça montre bien que le gouvernement béninois a montré quand même sa bonne volonté et a voulu donc ramener la balle à terre. Et je crois dans cette démarche même, il y avait un peu comme pardonnez-nous, nous devions le faire. Le chef de l'État est même intervenu. Oui, c'est vrai qu'il a tendu la main plusieurs fois. Évidemment, plusieurs fois. Alors, nos frontières sont restées ouvertes et on a senti comme un refus, ou du moins une négligence ou une ignorance même de ce qu'il existerait un pays frère qu'on appelle le Bénin. Et encore que les décisions qui avaient été prises par le Bénin, c'était des décisions qui étaient programmées par la CEDEAO lorsque nous nous retrouvons dans certaines situations. Et ces mêmes situations peuvent arriver aujourd'hui si nous avons un gouvernement bien installé au Niger et s'il y avait un coup d'État, le Bénin réagirait de la même manière parce que ce sont les dispositions statutaires de la CEDEAO. Donc, je crois que le moment est venu. Le chef de l'État, en prenant cette décision, ne veut pas dire forcément qu'il lance ou il renforce le bras de fer. Non, c'est une manière de dire encore à l'autre partie, mais nous sommes là et nous sommes à table, nous attendons. Entendons-nous oui, comprenez que nous sommes là. Il ne faut pas que vous négligiez que nous sommes là. Nous avons une table et une partie est assise, l'autre partie fait comme si elle ne sait pas que les autres sont assis, les néglige, alors que c'est de l'intérêt de tous. Dans cette affaire, je ne crois pas qu'il y aurait un gagnant et un perdant. Non, il y aura juste que deux pays frères reprennent contact. Quelles pourraient être les implications, les conséquences de cette décision? Non, pour moi, la conséquence, il faut l'impliquer, les implications résumées en une seule, que le gouvernement nigérien, l'actuel, puisse quand même décider de venir parler, de venir discuter. Il s'agit seulement d'ouvrir la possibilité de parler. Il ne s'agit pas de dire nous allons faire. Maintenant, au moins on a eu quelque chose où, lors d'une conférence de presse, le Premier ministre aura dit que c'est pour des raisons de sécurité. Mais ça fait partie des négociations. C'est déjà une démarche qui aurait pu être faite depuis, même si on ne voulait pas appeler directement le Bénin. Comme cela, c'est que c'est déjà dit, ah non, nous avions peur de vous.
nous craignons certaines choses. Et là, on discute. Et quand là-bas, il est dit, si nous avons désormais la certitude que nous sommes en sécurité, nous allons discuter. Mais comment pouvez-vous avoir cette certitude si vous ne venez pas à la table de négociation? Pour moi, il n'y a pas péril à la demeure. Le Bénin n'est pas dans un besoin de pétrole au point de vouloir bloquer ce pétrole et de l'utiliser ou de le vendre pour ses intérêts. Non, ça ne règle pas nos problèmes. D'accord. Et puis nous avons entendu l'ancien ministre des Affaires étrangères qui s'est également prononcé sur le sujet sur RFI. Il propose qu'on ait un médiateur. Bon, le Bénin, le Niger, avoir un médiateur, parce tant que mieux. Si le dialogue ne passe plus, peut-être il faut avoir quelqu'un de neutre pour établir le dialogue entre... Bon, quand deux États, nous sommes tous de la CEDEAO, je crois que c'est bon. En fait, demander qu'on ait un médiateur, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est juste pour qu'il y ait la paix. C'est des solutions pour qu'on puisse arriver à se parler. Parce qu'on croit qu'on ne peut pas se parler. Mais je ne suis pas sûr qu'on ne soit arrivé déjà à cette étape-là. Mais si c'est ça que la partie nigérienne voudrait, tant mieux. Je ne sais pas si le ministre serait en train de parler au nom de la partie nigérienne. Nigérienne, excusez-moi. Si c'était cela, tant mieux que cela soit fait. Je ne suis pas sûr que cela gêne outre mesure le président Patrice Talon. Mais c'est toujours mieux que l'on puisse se parler directement que de chercher un intermédiaire. Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur, l'un de nos analystes sur le plateau du grand format. Merci pour ce regard sur l'actualité. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques semaines. C'est toujours un plaisir. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, voici à présent notre artiste de la semaine et c'est le dernier rendez-vous du grand format pour le compte de ce dimanche. Tu désires, je serai ta belle. Mais sache que je peux être rebelle. Réponds-moi, bébé, quand je t'appelle. Joue pas cache-cache, tu pourrais bien me perdre. Oui, c'est
Zéro signé Queen Fumi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. C'est notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour. Comment vous vous portez? Ça va très bien et vous? Ça va, ça va. Chanteuse bénino-canadienne, alors Queen Fumi, comment peut-on la décrire en quelques mots? Chanteuse, comme vous l'avez dit, béninoise et canadienne, qui fait de la musique afro-pop, afro-urbaine en fait, et voilà, qui chante depuis bientôt 2015. Depuis 2015 exactement, donc ça va faire bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans, oui, un long parcours quand même. D'accord. Queen Fumi, c'est quoi? Queen Fumi, c'est... Vous voulez dire le nom? Ça fait reine, Fumi Layo. Donc j'ai coupé à Fumi. Et voilà, une chanteuse qui aspire à donner l'exemple, à inspirer aussi les jeunes talentueux et tout, en fait. D'accord, on le disait, hein, ça fait bientôt 10 ans que cette aventure musicale a commencé véritablement. Mais avant de lancer votre carrière officiellement, il y a eu ce moment de découverte de potentiel donc, en vous. Depuis 12 ans, à l'âge de 12 ans, cette jeune fille audacieuse, vous aviez un rêve. C'était quoi? C'était d'être sur scène, de m'amuser, de faire ce que j'aime beaucoup. Déjà, je refoulais un peu la chose, mais il faut dire que ça m'a rattrapé à un moment donné. Sinon, au collège, j'aimais bien m'amuser, j'aimais bien faire des chorégraphies, danser. Lors des journées culturelles. Les journées culturelles, voilà. Donc, tout le monde me connaissait pour ça. Et puis, lors des journées culturelles, quelles sont les chansons que vous reprenez souvent et quels sont les artistes qui vous inspiraient en son temps? C'était toutes sortes d'artistes, que ce soit des artistes américains comme des artistes béninois. Mais comme on est au Bénin, je dirais, quand j'étais au collège, j'ai interprété Enfant de Zénab, j'ai interprété Move Your Body, j'ai même gagné un concours. Donc franchement, je m'inspirais beaucoup des artistes de chez moi, comme Zénab, comme Angelique Kidjo et tout ça. Et puis en Amérique, il y avait Beyoncé, Rihanna et tout ça. Et ce sont ces moments qui vous ont donné l'envie de chanter, l'envie de devenir artiste? Exactement. J'admirais. Et aussi à la maison, ma mère qui écoutait tout le temps Monique Seka, Angelique Kidjo, ma mère qui a fait l'école, qui a été à l'école avec Angelique Kidjo au collège à Bégamé. Donc franchement, j'ai toujours été entourée de musique. Et puis quand on est élève et on a ce niveau d'implication donc dans la musique, est-ce que cela n'inquiète pas les parents pour dire mais est-ce que si elle emprunte donc la voie de la musique, elle va laisser l'école, elle va devenir autre chose et tout. Est-ce que c'était le cas pour Queen Fumi? Non, pas vraiment. Comme je l'ai dit, ma mère, c'est une chanteuse. Elle aussi, elle est chanteuse. Et donc, c'était pas possible qu'elle me dise non, ne fais pas la musique. Franchement, elle m'a beaucoup encouragée dès que j'ai commencé et que j'ai décidé vraiment de faire la musique. Elle m'a toujours encouragée, mon père également. Ils sont assez ouverts d'esprit quand même, mes parents. Et puis après ces expériences, vous avez véritablement démarré votre carrière musicale en 2015. Donc on l'a dit, mais comment avez-vous été identifiée comme la reine des remixes sur les réseaux sociaux? J'ai commencé les remixes, je faisais des covers comme des covers de José, Med Gims, Caris. Donc c'était soit des chansons rap, soit des chansons des chansons chantées en fait. Donc c'était vraiment un mix de tout. Même des chansons américaines, je prenais tout et puis j'interprétais à ma manière. Tout à fait. Et c'est en 2016 que vous lancez votre tout premier single, Romantic Boy. Exactement. Cette expérience, c'était comment vous l'avez vécue? C'était franchement... C'est un coup d'essai qui était un coup de maître? Oui, c'était un peu un coup d'essai, ouais. Mais je ne savais pas que les gens allaient apprécier parce que je me suis rendu compte que beaucoup de mes anciens camarades, ils ont beaucoup accompagné, ils m'ont soutenu. Et là, je me suis rendu compte que, ok, c'est parce qu'ils voyaient vraiment ça en moi depuis le collège. Donc, ils étaient prêts pour moi.
D'accord. Et puis, juste après cette sortie, vous vous installez confortablement dans l'univers musical béninois avec un enchaînement de singles la même année. L'année suivante également, et en 2018, vous signez, vous seul, 5 morceaux. 5 morceaux, Zéro, Laisse-moi, Happy Birthday, original. Et Madame, c'était une année de pleine inspiration pour Queen Fumi. Absolument. Où avez-vous puisé cette énergie débordante en son temps? Ben, je la puise de la vie de tous les jours, mon inspiration. Il y a aussi des histoires que je construis dans ma tête, qui n'arrivent pas forcément à moi, mais voilà, des amis, des copines. Et aussi, un peu d'imagination quand même. D'accord. Quelles sont souvent on va dire, les thématiques, les faits de société, les vécus que vous chantez souvent dans vos morceaux? Ça serait des histoires d'amour, puisque on vit tous à peu près les mêmes histoires d'amour. Donc ça va être quelqu'un, comme dans Madame par exemple, une femme qui pense que voilà, elle est en couple, elle est en copinage avec un homme, et il la présente à ses parents, elle se dit « Ah, mais ça veut dire qu'on va se marier », alors qu'en vrai, non. Donc, c'est des petits trucs comme ça que je prends et je m'inspire pour faire ma musique. Et puis, vous gardez la même tendance en 2019, où vous avez chanté même pour les écureuils. Alors, est-ce que Queen Fumi aime le football également? J'aime bien quand c'est les écureuils qui jouent. Qu'est-ce qui vous a poussé à chanter pour les écureuils? C'est une façon d'apporter votre soutien à l'équipe nationale? Oui, c'était pour rendre hommage. Il fallait, en tant qu'artiste, que j'apporte ma pierre à l'édifice. On était qualifié pour la CAN en ce moment-là, donc j'ai dit mais je dois faire une chanson pour l'équipe nationale, et voilà. Et puis, ça n'a pas raté. Et puis, bon, c'est vrai que les écureuils sont devenus aujourd'hui les guépards. Est-ce que ça vous dit d'actualiser le son Oui, absolument. J'y pense. Parce que mais si on change de nom souvent, là, ça va être chaud quand même. Mais bon, j'espère qu'on ne va pas changer de nom assez souvent. Donc oui, j'y pense. Et puis, mettre à jour aussi les noms des joueurs principaux quand même. D'accord. Alors, Lago de Jordan, c'est l'un des 4 morceaux qui ont cartonné en 2020, donc signé Queen Fumi. Cette go, qui est-elle? La go de Jordan, c'est une femme qui sort avec un homme qui sort avec un homme populaire, dans le fond. Elle ne s'attend pas, elle rencontre le monsieur et tout, elle ne s'attend pas à ce que ce soit... Elle n'avait aucune idée, en fait, que c'était un homme populaire. Donc, elle commence à sortir avec, puis c'est avec le temps qu'elle se rend compte que, tout le monde me regarde parce que je suis la go de Jordan, je suis la go de quelqu'un. Voilà. Quel est le message que vous passez à travers justement ce morceau? Le message, c'est vraiment quand tu penses... Tu fais des sacrifices et tu tombes sur un homme, voilà, qui n'est pas forcément ton genre, mais voilà, tu t'es quand même intéressé parce qu'il te drague bien, il est gentil et tout. Et là, avec le temps, tu te rends compte que, ok, tu sais, c'est peut-être pas vraiment ce que je voulais, mais bon, on fait avec parce que c'est un peu intéressant de sortir avec un homme populaire. Voilà un peu. Mais après, il faut faire attention. D'accord. Alors, on va marquer une pause et sur ce morceau, et on revient sur ce plateau pour la suite de notre entretien. Une personne qui vous aime ne vous demandera jamais d'abandonner vos rêves. Elle vous encouragera plutôt à les réaliser. T'avais dit que je serais ton trésor. La musique qu'on dansait, on chantait tous les deux. Au fond de moi je rêvais d'une carrière. Et sûr de ton soutien, j'ai voulu t'en parler. À cause des envies, tu as méprisé mon choix. Mais c'est mon ambition, bébé, comprends-moi. Soit tu laisses la musique, soit
tu sors de chez moi. Oh, tu m'as donné goût, mais je ne savais plus comment parler. Tu m'as donné goût, mais je ne savais plus comment marcher. Tu m'as donné goût, mais je ne savais même plus quoi manger. Regarde-moi aujourd'hui, obligée de chanter sur toi. Bébé, morceau signé Queen Fumi, notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Alors Bébé, c'est le seul morceau que vous avez sorti en 2021. Ouais. Alors Bébé, c'est quoi? C'est un morceau que, voilà, qui raconte l'histoire d'une artiste amoureuse, mais qui rencontre un dilemme en fait. Entre le dilemme que lui impose son petit ami sur le fait de faire la musique, d'abandonner la musique ou de continuer dans la relation, ou de continuer la musique et d'arrêter la relation. Queen Fumi chante beaucoup l'amour, on dirait. Ouais, sous toutes ses formes quand même. C'est l'amour qui vous inspire beaucoup? Oui, c'est mon thème de prédilection. Donc voilà, c'est le thème qu'on a tous en commun dans le monde entier, hein. Donc c'est quand même assez facile. D'accord. On l'a dit, vous êtes bénino-canadienne. Est-ce que ce mélange de culture est souvent perceptible dans vos chansons, dans vos productions? Je dirais au début non. Au début c'était pas très perceptible, mais maintenant un peu. Surtout sur le projet de 7 titres que j'ai sorti en juillet passé. Ça se voit quand même que c'était pas totalement purement de l'afro. C'était vraiment un mélange des deux mondes, en fait, du monde occidental et africain. D'accord. En dehors de la chanteuse, de la star que vous êtes, quel est le genre de femme de Queen Fumi? Oh mon Dieu. Alors, je dirais qu'il n'y a pas vraiment une grosse différence entre Queen Fumi et Fumi de la vie de tous les jours. Vous avez juste l'occasion, quand vous êtes proche de moi, de voir un peu de folie. Mais je pense que les fans, je leur montre un peu mon côté fou, mon côté amusant et tout. Donc, c'est pratiquement la même personne quand même. Ouais, une femme battante, une femme qui aime vraiment atteindre ses objectifs et qui fait tout pour réussir. Ouais. D'accord. Et puis pour réussir, il y a Million. Million qui a été signé il y a juste 2 jours. Ouais, je l'ai sorti vendredi. Hier même. Non, ouais, aujourd'hui on est dimanche. Ok, vendredi. D'accord, vendredi il y a juste moins de 2 48 jours. heures. C'est un feat donc, que vous avez réalisé avec un artiste qu'on ne présente plus, un artiste congolais qu'on ne présente plus, Mputu Meya. Mputu Meya. Voilà, on va suivre d'abord le clip et puis on revient pour parler de ce morceau. Queen Fumi, reine du Bénin. Olobaka, Monokonini. Mputu Meya, l'homme. Comportement de merde, dis-moi comment je fais. Humilité sa mère, comportement de merde, dis-moi comment je fais. Quand je viens c'est pour marquer le pas. Je suis dans le coloba, je vous dis sans panana. Quand je viens c'est pour marquer le pas. Je suis dans le coloba, je vous dis sans panana. Voilà donc pour ce morceau, fruit de la collaboration entre Queen Fumi et Mputu Meya. Alors parlez-nous de cette collaboration.
Comment est-elle née Le clip a été tourné au Congo. Au Congo, effectivement. La collaboration, c'était une collaboration pas très anticipée en fait. Moi-même, je ne sais pas comment les choses se sont passées très rapidement. C'est l'auteur du titre Loketo. Exactement. Et dans le fond, moi, j'avais, sur une de mes scènes en décembre passé, j'avais mis un passage de Loketo sur mon conducteur d'enfant. Et j'ai vu que les fans, ils étaient vraiment contents de me voir danser, de me voir m'amuser. Donc je me suis dit, ok, tu sais, cette année, je vais peut-être faire un ou deux morceaux dansants pour ambiancer un peu mes fans. Du coup, c'est là que je suis entrée en contact avec l'artiste. Et on a commencé à se parler et tout, ça s'est allé très très vite. Ensuite, voilà, je lui ai dit, bon, j'ai envie d'une thématique un peu argent, un peu contrat. Donc voilà, c'est de là est sorti. Ouais, Million. Alors, Million, ça parle de quoi? Million, ça parle d'une manifestation en fait de ce que tu recherches dans la vie. Si tu veux avoir des millions de contrats, en tout cas en termes monétaires, c'est juste de manifester et tout, et de ne pas être timide, de dire voilà, moi je veux qu'on me paye des millions pour chanter, je veux qu'on me paye des millions pour faire ce que je sais faire dans la vie en fait. Donc voilà. Et cette collaboration, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Oh, franchement, beaucoup de choses jusqu'à maintenant, beaucoup de choses. Déjà un nouvel intérêt de la part du public congolais qui, à ma grande surprise d'ailleurs, me connaissait déjà quand même sur mes anciens titres. Mais là, ça a été une confirmation vraiment de leur intérêt. Je pense qu'ils aiment bien quand je me frotte un peu à leur lingala là. Et voilà, les Béninois aussi, le fait de faire une chanson qui les ambiance, c'est quelque chose qu'ils ne voient pas souvent de ma part. Donc oui, les deux peuples, ils sont assez contents. Ouais. Alors la collaboration avec votre maison de production, Asuka Music, oui. Comment ça se passe? Ça va bien, tout se passe. En tout cas, jusqu'ici, ça va bien. Ouais. D'accord. On va dire que la promotion donc, de Million a commencé véritablement. En dehors de ça, quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous envisagez dans les jours, les mois à venir pour vos fans? Franchement, plein de surprises. Après Million, il y aura un nouveau morceau. Je vais laisser la surprise. Ça va être quelque chose de nouveau aussi. Tout comme Million, un truc nouveau qu'ils n'ont jamais écouté de moi, une thématique toute différente. Ça va peut-être être de l'amour, mais une autre forme quand même. Une autre forme. Voilà, donc franchement, que des surprises qui arrivent, un autre clip aussi. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année à être active parce que je pense que c'est ce que mes fans ils veulent de moi, que je sois toujours aussi active. D'accord, on va finir notre entretien avec la reprise du morceau justement Million qui vient de sortir. C'est ça, si vous voulez des millions, il faut juste dire je veux des pluies de contrats, mon portefeuille, mon combat, me bloquer tu ne peux pas le caché Million. Voilà, tout simplement. Alors, Queen Fumi en direct sur le plateau du grand format. C'était notre artiste de la semaine. Merci d'être passé par ici. Merci Canal 3. Très bonne chance à vous. Merci beaucoup. Bon dimanche. Ça a été un plaisir. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 12 mai 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Sassene, c'est à Djougou. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Comment je fais? Humilité sa mère, comportement de merde. Dis-moi comment je fais?